Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Nous consacrons aujourd'hui une édition spéciale au Sénégal où nous avons posé nos valises. 100 jours après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, que retenir? Quelles sont les premières manœuvres du président et de son gouvernement? Sommes-nous en droit de croire en la vague de changements espérée par les Sénégalais? Politique étrangère, politique monétaire, souveraineté économique, solutions pour l'emploi des jeunes, développement du secteur agricole et de la pêche, entre autres. On en parle avec nos invités du jour. Serge Patrick de Souza, analyste politique. Merci d'être avec nous. Le plaisir est toujours partagé, M. Soumao. Et avec nous en studio, M. Moké Saint-Mexan, consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci et très heureux de me retrouver sur le plateau de Média TV. Alors, messieurs, pratiquement 100 jours après l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, ces 100 jours devraient donner des signaux de la direction de son mandat. Mais avant d'analyser un peu plus en profondeur ce qui a déjà été fait, quels sont vos premiers sentiments sur ce début de mandat? Déjà, je pense que la situation est plus ou moins maîtrisée parce que lorsque Diomaye Faye est élu, on voyait en lui une sorte de novice qui fait son entrée en politique, notamment à la grande magistrature, à la plus haute, au plus haut poste du pays, à la magistrature suprême. Mais on se rend compte que finalement, le jeune Diomaye, oui, il arrive à tenir la barre avec son duo Sanko, qui est plus ou moins effacé. On n'entend pas trop Sanko, mais ils arrivent quand même à travailler et ils essaient de tenir les promesses qu'ils ont faites pendant leurs différentes campagnes. Je pense que le Sénégal est sur la bonne pente et surtout le mandat de Bassirou s'annonce très bien. Monsieur Moké Saint-Mexan, 100 jours après, Bassirou Diomaye Faye, vous êtes optimiste? Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, non seulement du peuple sénégalais, c'est évident, mais de l'Afrique tout entière, concernant justement le mandat du président Bassirou Faye. Cette attente est surtout liée à l'extraordinaire histoire qui porte le président à la tête du pouvoir. De notre analyse aujourd'hui, ces 100 jours du duo Bassirou et Sonko, nous parlerons plutôt de 100 jours de repérage, de prise en compte des réalités. Et puis, ce sont 100 jours quand même rassurants. Parce que d'aucuns pariaient sur le fait que des jeunes au pouvoir aujourd'hui, ils allaient avoir des décisions quand même plus ou moins à l'emporte-pièce, mais ce n'est pas le cas. Dans les premiers pas, en tout cas du président Bassirou, on sent beaucoup de maîtrise, beaucoup de cohérence, beaucoup de méthode, surtout sur le plan diplomatique, là où tout le monde l'attendait. Sur certains forums, tout le monde pariait sur le fait que nous allions avoir une entrée du Sénégal dans l'AES et chacun pariait, chacun il allait de son copec. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au niveau diplomatique, avec une certaine stature, le président Bassirou a réussi à rassurer ses partenaires, surtout au niveau de la sous-région et dernièrement sa visite au niveau de la France. Donc on a un président qui va très bien, très lentement, mais sûrement, et il a fait sans bonjour. Alors justement, vous avez évoqué cette question de la visite du président Bassirou Diomaye Faye en France à l'occasion d'un sommet, en tout cas sur l'industrie vaccinale, pharmaceutique, on va dire. On entendait et on attendait beaucoup de Bassirou Diomaye Faye parce qu'il avait engagé cette vague de réformes en disant nous allons sortir du système français. Il y avait la question de la politique monétaire et autres. Aujourd'hui, 100 jours, est-ce que les signaux sont toujours ouverts pour sortir du franc CFA? Oui, mais on ne prend pas 100 jours pour sortir d'un tel système. Mais est-ce qu'on a des indicateurs, des petits signes qui disent que... Oui, on a des indicateurs parce que déjà les conditions de partenariat qu'il y a entre les entreprises françaises et le Sénégal sont en train d'être révisitées. Et c'est vrai que Bassirou part en France, il revient, mais c'est parce qu'il y a une sorte de dette qui existe déjà avec les entreprises françaises qui ont travaillé sur l'autoroute qui relie Dakar et la nouvelle ville qui a été construite par Macky Sall. Et donc c'est un ensemble de partenariats qu'il faut pouvoir traiter avec beaucoup de méthodes. Donc on ne peut pas du jour au lendemain affirmer
sa sortie comme cela de ce système-là, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas pour le Sénégal ou pour Bassirou ou pour Sanko même de rompre tout contact avec tout partenariat avec la France. Non, il s'agissait pour eux de réévaluer les conditions de partenariat et je pense que c'est dans ce contexte-là que Bassirou se situe. Vous voyez qu'aujourd'hui, là on l'avait déjà annoncé, il y a un héritage diplomatique qui est un très bon héritage diplomatique qui a été laissé par Macky Sall. Bassirou est dans la continuité. On voit comment est-ce qu'ils sont impliqués dans le rapprochement entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Comment est-ce qu'ils essaient en tant que jeunes, de se rapprocher de ses homologues maliens et burkinabés pour qu'ils puissent essayer de voir leur réintégration au niveau de la CEDEAO. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la particularité du Sénégal. Après, effectivement, pour des questions qui sont historiques par rapport à la France, on ne se libère pas, je veux dire, de manière systématique comme ça. Il y a des observateurs, chacun il va de sa lecture. Il y a des observateurs qui pensent que la décision peut se faire de manière radicale, comme on voit avec le Mali et le Burkina, mais chaque pays fait le choix de sa démarche parce que par derrière, l'intérêt, c'est le bien-être des populations. Et comment est-ce que les populations puissent mieux tirer profit de cette situation, de cet environnement-là, c'est ce qu'il y a de plus important. Et justement, en parlant de thème de génération entre les dirigeants au niveau de la sous-région, est-ce qu'aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye n'est pas cette clé ou on va dire ce point de jonction qui va permettre au Mali, au Burkina, à la Guinée, entre guillemets, de revenir de manière concrète au sein de la CEDEAO et rentrer dans la ZLECAf, redonner vie à la ZLECAf? Je vais faire quand même la synthèse des deux questions, surtout sur la question monétaire. Pour moi, la question monétaire n'est pas une question à prendre à la légère. Voilà. Et puis aujourd'hui, dans cette architecture économique sous-régionale, j'estime que chaque pays a son mot à dire dans cette architecture. Et pour l'instant, j'estime aussi que cette architecture permet à chaque pays de pouvoir justement économiquement s'exprimer. C'est vrai que les divergences sont liées surtout à des questions politiques. Mais que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA, je pense qu'en termes d'intégration sous-régionale, c'est un puissant outil. Et le Sénégal l'a bien compris. Parce que le Sénégal est un des pays aujourd'hui qui profite aussi le mieux de cette architecture-là, parce qu'ils sont crédités à plus de 10% de taux de croissance en 2026. Donc aujourd'hui, ils sont autour de 8%. Donc le Sénégal a tellement une belle marge de manœuvre, une belle marge de progression qu'il serait difficile aujourd'hui, tout de go, de décider de la sortie du CFA. Par rapport justement à la monnaie toujours, il faut savoir qu'ils sont aussi quelque part en attente tous de cette monnaie, l'écho. Voilà, donc nous disons, c'est vrai, le CFA dans sa forme actuelle n'est pas bonne, puisque aujourd'hui, évidemment, il faut, pour des questions de souveraineté, ce qui est normal, sortir de ce système du CFA tel que présenté aujourd'hui, qui est rattaché à l'ancienne puissance coloniale. Mais il faut donc restituer, sinon refonder la monnaie à l'intérieur, quitte à aller vers l'éco qui serait une monnaie que les Africains, sinon les pays, pourraient justement détenir. Et puis, concernant les rapports avec la France, aujourd'hui, comme mon frère tout à l'heure de Souza a eu quand même à faire le point, on assiste à des rapports décomplexés. En tout cas avec le président Bassirou qui est arrivé, on assiste à des rapports décomplexés. La dernière visite en France et la communication qui a suivi a bien montré comment est-ce que la France marche, on va dire, à tatillon dans ses rapports avec le Sénégal. Vous savez, il n'est pas aisé de perdre le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Je pense que la France n'a certainement pas envie de voir le partenaire sénégalais partir. D'autant plus que au niveau du Sénégal, le duo a bien rappelé, que ce soit en campagne que maintenant, qu'ils sont ouverts au partenariat, mais pourvu que les échanges se fassent dans le respect des différents États. Donc c'est quelque chose à suivre de près. Je pense qu'au niveau sous-régional, le Sénégal a un rôle important à jouer. Ils viennent d'arriver, ils sont crédités de bonnes intentions
et ils sont bien accueillis dans toutes les capitales et je pense qu'ils peuvent servir de lien justement entre les pays de la CEDEAO et aujourd'hui la nouvelle alliance sahélienne. La nouvelle alliance sahélienne. Et il y a aussi cette question de l'énergie. En tout cas, quand les autorités sont arrivées, il était question de faire certains audits et autres. On a vu même récemment le président Bassirou Diomaye Faye sur la plateforme pétrolière en train de faire des photos juste pour les premiers barils de pétrole que cette plateforme allait produire. Comment vous appréciez cette situation actuellement? Est-ce que ces audits ont porté? Comment il faut revoir la chose? Les résultats ne sont pas encore donnés, mais je veux dire que c'est ce qui est juste. On a une équipe gouvernementale qui essaie de respecter ses engagements. Et respecter ses engagements comment? Par des décisions qui sont fortes. Souvenez-vous, dès que Bassirou prend le pouvoir, dès qu'il nomme Sanko, Premier ministre, Sanko démissionne de son poste de maire de Ziguinchor. Et la semaine qui suit, il a été demandé à tous les ministres, membres du gouvernement, qui sont des élus ou qui ont d'autres postes ailleurs, de démissionner. Parce que ils ne veulent pas qu'il y ait accumulation de pouvoir. Mais c'est inédit, c'est inédit. Et à côté de cela, on a vu quand même les réformes qu'ils apportent dans le secteur de l'agriculture, avec une réduction du coût de l'engrais de 22%. C'est aujourd'hui, au niveau de la zone de l'Afrique francophone, ou si tu veux, dans la sous-région, c'est le pays qui vend l'engrais le moins cher aux paysans. Et je pense que c'est quand même des décisions qui sont vraiment très fortes. Et comme je l'ai dit, c'est 100 jours. On ne peut pas faire toutes les choses que quelqu'un n'a pas pu faire en 5 ans, en 100 jours. Mais déjà, quand vous voyez les différents points d'action qui sont déjà menés, on s'est dit que Bassirou et Sanko sont vraiment lancés dans une bonne dynamique. Il avait annoncé que Sanko, enfin le Premier ministre, aura tout le pouvoir possible pour diriger le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Et Sanko, qui est carrément silencieux sur les questions internationales, sur les questions diplomatiques, est beaucoup concentré sur la politique intérieure. Je pense que c'est ce qui est bon. Bassirou, quant à lui, il est plus impliqué sur les questions internationales. Donc, notamment, pour revenir sur la question du pétrole, je vais dire qu'au niveau de l'énergie, ils ont décidé de prendre en main une partie des ressources énergétiques et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Et justement, il avait le président Bassirou parmi ses priorités, il avait 5 priorités lorsqu'il s'adressait au gouvernement et aux populations juste après son élection. Il y avait la question de la cherté de la vie, l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des pistes dans ce sens? On voit des signaux dans ce sens? Cherté de la vie, des actions sont menées? Moi, j'ai envie de dire 3 mois déjà, mais de bons signaux, surtout en matière de bonne gouvernance. Vous avez un président qui est arrivé et qui a dit que pendant les vols, pendant les voyages, il ne faut plus qu'il y ait de file d'attente des ministres et des hauts gradés de l'armée au niveau de l'aéroport, comme ça se fait un peu partout. Donc, il y a certaines mesures qu'il a eu à prendre. Même au niveau des nominations, il faut savoir que c'est plus de 50% des nominations sont 50% destinées à la jeunesse. En tout cas, dans cette nouvelle administration. Donc, il y a un rafraîchissement de l'équipe. Et puis, il y a eu quand même des mesures fortes sur les passeports diplomatiques. Et on en a parlé au niveau du Sénégal, où aujourd'hui, c'est seulement le fonctionnaire, ou du moins celui qui est habilité à avoir son passeport qu'il a, ni son conjoint ou conjointe. Donc, ça a été quand même des mesures qui ont été prises. Donc, je veux dire qu'au niveau de la bonne gouvernance, déjà, les premiers pas sont bons. Les premiers pas sont bons pour montrer et donner un signal. Il y a eu aussi, sinon il y a une volonté d'auditer. C'est vrai, on ne peut pas aller de l'avant si on n'a pas pris le temps, évidemment, de voir l'existant. Donc, des audits ont été menés et sont en cours sur des entreprises comme Dakar Dendik et le BRT aussi. Donc, c'est des audits en matière de transport pour s'assurer, évidemment, que la gestion a été faite de façon efficiente. Nous avons aussi des audits sur le foncier qui a révélé que certains hauts fonctionnaires ont gardé par devant eux des hectares et des hectares de terre. Voilà, pour certains. Donc, je pense que la prochaine étape, certainement, ça sera la case justice pour s'assurer qu'évidemment, tous ces biens, on va dire mal acquis, puissent être restitués, au peuple. Il y a aussi l'audit sur la société de fourniture d'eau, Seno.
voilà, au niveau du Sénégal, qui aussi est en train d'être fait pour que tout soit et dans le secteur du pétrole, dans le secteur du gaz. Donc aujourd'hui, en 3 mois, lancer ces audits-là, je pense que c'est ce pourquoi De Souza l'a si bien rappelé, Ousmane Sonko est occupé à l'intérieur. Oui, il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur. Et je pense que c'est ce à quoi ils sont en train de travailler, c'est déjà très bien. Alors, je me permets de partager quelques chiffres parce que le gouvernement avait tenu à marquer ce coup-là avant les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye. Au niveau de la cherté de la vie ou surtout les prix de denrées de première consommation, on a eu la baisse du prix du sucre qui a baissé de 50 francs CFA, la baisse du prix du riz, le kilo de riz qui baisse de 40 francs CFA, l'huile, la baisse du prix de l'huile de 100 francs CFA, et aussi pour tout ce qui est cimenterie, il y a la suspension de la taxe parafiscale sur le ciment d'environ 2000 francs CFA. Au niveau du pain, la baguette de pain, le premier ministre Sonko avait eu des entretiens avec le secteur de la meunier, avec les meuniers. Donc la baguette de pain perd 25 francs CFA. Au lieu de 175 francs CFA, la baguette est maintenant à 150 francs CFA. Comment vous accueillez ça? Est-ce que c'est vrai que les populations attendaient quand même des baisses de prix, mais est-ce que c'est pas à des niveaux un peu plus? Moi, je voulais juste, pour rebondir sur la question, rappeler quand même que le Sénégal est le deuxième pays en Afrique le plus cher. Voilà, juste après la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc à ce niveau-là, je pense que toutes ces mesures redonnent confiance aux Sénégalais. Toutes ces mesures, pour moi, redonnent confiance aux Sénégalais. Vous voyez, c'est peut-être que ce n'est pas très significatif, 50 francs, 40 francs, mais à l'échelle du pays, du Sénégal, ça peut quand même permettre d'aller dans une bonne dynamique. Et on sent quand même une volonté en 3 mois de bonne redistribution des richesses et puis de lutter justement contre la cherté de la vie. Donc c'est une réponse, certainement qu'elle sera graduée, mais elle est déjà bonne dès le départ. De Souza. Oui, je pense que si c'est fait au Sénégal, c'est que c'est possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On se plaint pourquoi? On se plaint parce que les prix des produits ne font que grimper. Mais au Sénégal, on arrive quand même à réduire 100 francs, 10 francs, 25. Je veux dire que ce duo-là est en train de tenir ses promesses. Mais la cherté de la vie, c'est quoi? La cherté de la vie, c'est comment adapter. C'est comment adapter le pouvoir d'achat des populations à la capacité de pouvoir payer tout ce qui est produit alimentaire ou pas. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de constater. Toutes les réductions qui sont faites là, c'est vraiment le début. On espère que ça ne va pas s'arrêter à là, mais une baguette de pain, si on réduit 25 francs, c'est déjà bon. Si on réduit sur la taxe au niveau de la cimenterie, on réduit jusqu'à 2000 francs, c'est vraiment énorme. Et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir féliciter. J'ai rappelé tout à l'heure, notamment au niveau de l'agriculture, il y a vraiment toute une politique d'accompagnement qui est faite. On va voir peut-être d'ici 2025, vous allez voir que les coûts seront encore moindres. Parce que tout simplement, lorsqu'on accompagne véritablement les producteurs à l'arrivée, la production, ils sont obligés de vendre à des coûts qui sont plus ou moins abordables. Voilà. Et justement aussi, il y a le côté, le volet artisanal, le volet tourisme. On voit qu'il y a des initiatives qui sont dans ce sens. Mais permettez-moi de faire un petit rapprochement, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la Côte d'Ivoire. On a vu déjà à 100 jours de son mandat, le président Bassirou a quand même multiplié ses voyages à l'extérieur. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire quand le président Alassane Ouattara était arrivé aux affaires. Il a aussi pris le temps, le début de son mandat, de faire beaucoup de voyages pour rassurer au plan international. Est-ce que vous pensez que c'est dans cette même dynamique que le président Bassirou s'inscrit, rassurer au plan international à travers ses voyages? Oui, c'est normal parce que Bassirou est élu dans un contexte où, au niveau de la CEDEAO, il y a une sorte de tension. Nous avons des pays, pas les moindres, le Burkina, le Mali, le Niger, qui décident de sortir de la CEDEAO pour créer une alliance. Je pense que ça vient créer au niveau de la sous-région une sorte de déséquilibre. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a une tension politique entre la France et certains pays, notamment ces 3 pays que j'ai cités là, qui font que c'est important pour Bassirou de rassurer tous les partenaires internationaux. Parce qu'effectivement, c'est un groupe de jeunes qui arrivent. Ils sont dans quelle dynamique? Est-ce qu'ils sont dans la même dynamique que l'AES? D'autant plus que le Niger
le président du Niger qui avait lancé un appel à Bassirou de rejoindre l'AES. Donc, après, oui, c'est la politique, c'est le discours, mais je veux dire qu'il faut pouvoir rassurer les partenaires. La visite en Côte d'Ivoire s'inscrivait justement dans le cadre de comment mener des actions de rapprochement avec les pays de l'AES pour qu'ils réintègrent aussi la CEDEAO. Parce que ce sont des pays quand même qui sont importants. Ils ont, les 3 pays à eux seuls représentent une grosse démographie avec un peu plus de 70 millions d'habitants. On a quand même de l'espace. Le Mali est le premier pays producteur d'or au niveau de la sous-région. Donc c'est pas n'importe. Ces 3 pays sont vraiment importants pour l'équilibre économique de la CEDEAO. Donc c'est important pour Bassirou de se positionner dans cette dynamique-là. Et lorsqu'il se positionne comme cela, ça ne fait que rassurer les partenaires économiques qui peuvent davantage venir investir au niveau du Sénégal. Investir au niveau du Sénégal, vous partagez aussi ce point de vue? Oui, tout à fait, tout à fait. Je veux dire que lorsque tu prends le pouvoir, on le dit, on le dira jamais assez, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il est important justement pour ces jeunes, mais présidents de la République qui aujourd'hui ont l'effectivité de l'exercice du pouvoir, de pouvoir sillonner d'abord la sous-région et puis ensuite l'international, quitte à tisser des partenariats solides dans les sillons de ce que de toutes les façons l'ancien président Macky Sall a eu à faire. Il faut savoir que le président Macky Sall en matière diplomatique a battu un grand boulot. Et j'observe, de notre point de vue, nous observons que la démarche du président Bassirou s'inscrit justement dans les sillons déjà tracés en tout cas au niveau diplomatique. Donc aujourd'hui, on peut dire dans la sous-région que le Sénégal a une culture diplomatique importante. En tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui se positionne le Sénégal et les différents voyages du président Bassirou. Alors il y a une question que je me reprocherais si je ne vous la pose pas. On sait que le Sénégal, c'est quand même un pays qui est aussi axé sur le volet pêche. Beaucoup de choses avaient été annoncées, il paraît qu'il y avait des contrats et autres. Aujourd'hui, 100 jours, est-ce que le secteur de la pêche, on voit de petites étincelles d'amélioration? Oui, aujourd'hui, au niveau du secteur de la pêche, c'est un secteur qui est beaucoup regardé par le nouveau gouvernement. Je pense qu'il y a eu même plusieurs enquêtes qui sont menées avec des décisions qui doivent être prises de sorte à ce que l'exploitation de la pêche soit bien réglementée et contrôlée, de sorte à ce que les populations arrivent à vivre de ce secteur-là. Et donc je pense qu'effectivement, il y a énormément de mesures qui seront prises, qui sont en train d'être étudiées. Et on ne peut pas, le Sénégal ne peut pas, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas mener d'action politique d'intégration des populations, d'action sociale sans tenir compte de cet aspect de la paix, c'est impossible. Et donc je pense que d'ici 2025, c'est un secteur qui sera vraiment mieux réglementé et où on va voir les populations vont arriver désormais à reprendre en main ce secteur-là. Alors, Moké, je me retourne vers vous. Question de pêche aussi. Comment vous voyez un peu la nouvelle dynamique des autorités de Dakar? Moi, je pense que la priorité, ça serait de retirer les agréments déjà aux pêcheurs, on va dire aux grandes compagnies internationales pour les remettre justement aux artisans pêcheurs du Sénégal. Voilà la priorité aujourd'hui. Et tous les audits justement vont dans ce sens-là. C'est de travailler de sorte que véritablement ce secteur-là puisse profiter aux Sénégalais. Dans cette démarche-là, je constate que ce soit le président Bassirou, tout comme son premier ministre Ousmane Sonko, ils sont vraiment dans une logique de redistribution de richesses. Toutes les démarches, en tout cas, vont dans ce sens-là. C'est des gens qui ont été portés au pouvoir aujourd'hui par une population, dans tous les secteurs, que ce soit pêche, agriculture, vous remarquerez qu'ils prennent déjà un certain nombre de mesures, mais avec prudence. C'est clair qu'à un moment, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de 2026, où la croissance sera à 10%, on espère que ces mesures seront renforcées davantage pour qu'au niveau de tous les domaines, en tout cas en termes de cherté de la vie, ça puisse diminuer. Donc nous, on va regarder aussi avec beaucoup d'attention pour voir quel sera le classement en matière de cherté de la vie du Sénégal d'ici 2025. Et je prends le pari que le Sénégal va quitter sa deuxième place pour être au plus bas dans le classement. En tout cas, des performances signées Dakar, signées Bassirou Diomaye Faye. On termine avec vous, monsieur Serge Patrick de Souza. 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye. Comment vous les analysez, comment vous les voyez et quelle vision pour l'avenir? Est-ce que ce sont des signaux
positif pour l'avenir. Oui, le Sénégal se positionne bien. Diomaye Faye est dans une continuité. Et moi, je félicite vraiment le Sénégal pour sa culture démocratique. Vous voyez, malgré tout ce qui s'est passé, lorsque Diomaye Faye arrive au pouvoir, le président sortant libère l'espace, il sort du pays et tout de suite, on ne perd pas le temps sur les contentieux, non. On se met déjà au travail, on prend déjà des mesures pour tout de suite régler certains problèmes urgents des populations. Et c'est vraiment de la maturité politique qu'il faut pouvoir saluer. Il n'hésite même pas à se lancer dans l'aventure diplomatique qui était déjà bien engagée par Macky Sall. Donc le Sénégal a vraiment une grosse culture démocratique qui fait que non seulement il y a une stabilité politique et sécuritaire qui rassure les populations au niveau local, mais en même temps, il y a une sorte d'affirmation au niveau diplomatique qui maintient le Sénégal parmi les pays africains les plus importants. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir féliciter. Et Diomaye Faye, finalement, on se rend compte qu'ils ont dû se préparer pour diriger le pays. Parce que quand tu les regardes, ils ne sont pas quelqu'un qui est surpris par le pouvoir. Il mène la politique comme il faut. Après, effectivement, il faut pouvoir continuer comme cela sur le long terme, maintenir ce bon tandem-là entre lui et Sonko. Et moi, je félicite également Sonko. Malgré tout ce qu'on a dit, il s'est carrément effacé en tant que leader du PASTEF. Il s'est carrément effacé. Il est surtout concentré sur la politique intérieure du Sénégal. Et les mesures sont bien prises. Il n'y a pas de UDI, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Tout ce qui est mené va dans le sens de l'intérêt des populations et de la prise en compte de la jeunesse. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir saluer. Quelque chose à saluer, 100 premiers jours déjà qui dégage une certaine maturité politique, vous l'avez dit, une certaine leçon démocratique à répercuter un peu partout, qui est gage quand même de stabilité et de croissance économique. Merci monsieur en tout cas pour votre décryptage et vos contributions sur les 100 premiers jours du président Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette émission et vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.mediantv.com, agréable suite de programmes sur nos antennes.